4000 ans d'histoire. Une chronique historique présentée tous les lundis de 16h30 à 17h. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire du docteur Petiot. Chers auditeurs, bonjour. Et en ce 17 janvier, je vais évoquer le docteur Petiot. Car le docteur Petiot, né Marcel Petiot, un 17 janvier 1897 à Auxerre, est une des affaires qui a réellement marqué l'histoire judiciaire française. On l'a surnommé le docteur Satan, le nouveau Landru, le Hitler clandestin. Et il a été accusé de 27 assassinats durant une période particulière, celle de l'occupation en France. Alors, Petiot, aurait pu assassiner en toute tranquillité, comme l'ont fait tant de personnes durant la guerre. Faut-il rappeler les exactions commises par l'armée allemande sur le front de l'Est, les villages brûlés, avec les habitants enfermés dans des granges. En France même, le village d'Oradour-sur-Glane témoigne de ces exactions. Faut-il rappeler les millions de juifs assassinés en toute impunité et même en toute légalité, puisque en France, les 75 000 juifs arrêtés pour être envoyés vers la mort l'ont été par la police française. Mais le 11 mars 1944, le docteur Petiot a rendez-vous avec la justice. Ce jour-là, la concierge du 22 rue Le Sueur, dans le 16e arrondissement, à 2 pas, 10 minutes à peine de la rue Lauriston, là où la Gestapo française, c'est-à-dire les truands de Lafont, torturaient des résistants et les assassinaient. À 2 pas de là, la concierge appelle le commissariat, car depuis 3 jours, dans l'hôtel particulier qui jouxte son appartement, au 21 rue Le Sueur, une épaisse fumée sort de la cheminée avec une odeur très nauséabonde. Et lorsque la concierge va frapper à la porte de cet hôtel particulier, un mot indique simplement que les habitants sont absents et qu'ils sont partis à Auxerre. Alors la police envoie des agents qui, avec l'aide des pompiers, rentrent dans cet hôtel particulier. Et là, ils vont découvrir une scène horrible. Cette odeur qui, depuis 3 jours, incommode tant les voisins qu'ils viennent s'attrouper autour de cet hôtel particulier, cette odeur provient de la cave. Dans cette cave, que découvre la police ? Des morceaux humains dépecés, des troncs, des cuisses, des bouts de bras, même un corps entier découpé dans la longueur, et 2 chaudières. 2 chaudières où brûlent d'autres morceaux humains. Il y a même un morceau de bras qui dépasse de l'une de ces chaudières. Et puis, dans cet hôtel particulier qui semble abandonné, poussiéreux, en désordre, il y a une pièce qui ressemble à une pièce de consultation, un couloir, et au fond de ce couloir, une autre pièce, rectangulaire avec 2 portes. La première porte permet de rentrer dans cette pièce rectangulaire, mais non pas d'en sortir, car il n'y a de poignée qu'à l'extérieur. La deuxième porte, elle, donne sur un mur. Enfin, dans les murs de cette pièce rectangulaire, un œilleton permet par un système de prisme d'observer ce qui se passe dans la pièce depuis l'extérieur. C'est sans doute là que le docteur Petiot a assassiné ses victimes. Enfin, dans la cour de l'hôtel particulier, un cagibi. Dans ce cagibi, une fosse. Et dans cette fosse, sous de la chaux vive, d'autres cadavres. Et des vêtements. Des vêtements, 26 sacs à main, 21 manteaux de laine, 33 cravates, 43 paires de chaussures, 79 robes. Si l'on additionne tous ces vêtements, cela fait des centaines de victimes. Alors, détail intéressant, plusieurs versions rapportent que le soir
lorsque la police est en train de perquisitionner, sous les ordres du commissaire Massu, eh bien un homme se présente. Les policiers lui demandent qui il est et il déclare qu'il est le frère du propriétaire, le docteur Petiot. Lui donc c'est Maurice Petiot, le frère du propriétaire. Il demande ce qu'il se passe. Les policiers lui disent, eh bien allez voir. Il va à la cave, revient, il a vu bien sûr les morceaux de cadavres, et là il demande aux policiers, dites-moi, est-ce que vous êtes de bons Français? Alors les policiers répondent bien sûr. Eh bien leur dit le soi-disant frère du docteur Petiot, en un mot, voilà l'affaire. Résistance. Nous sommes un réseau, Flytox. C'était un produit chargé de tuer les mouches à l'époque. Chargé d'exécuter les Allemands et leurs collaborateurs. Tous ces gens qui sont là ont fait l'objet d'un procès. Il y a des dossiers sur eux. Alors maintenant, moi, il faut que j'aille prévenir mon réseau. Il faut que je fasse détruire les dossiers. Vive la France. Les policiers répondent, vive De Gaulle. Filez, on n'a rien vu. On est en mars 1944 et on peut s'étonner des policiers qui servent le régime de Vichy et qui crient vive De Gaulle. Oui, mais en mars 1944, eh bien ça sent mauvais pour les Allemands. Et ça sent mauvais pour ceux qui ont collaboré avec l'Allemagne, car l'armée rouge, à l'Est, depuis la bataille de Stalingrad en février 1942, progresse. En Afrique du Nord, les Allemands et les Italiens ont été chassés, et les troupes anglo-américaines ont débarqué en Sicile, puis bientôt dans le sud de l'Italie. Il est question d'un débarquement même en France, qui aura lieu, effectivement, quelques mois plus tard, vous le savez, le 6 juin 1944 en Normandie. Et donc, eh bien, ces policiers essayent de se refaire une virginité, de ne pas trop embêter les résistants, car peut-être, après-guerre, il faudra qu'ils rendent des comptes, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de carrières de résistants qui sont nées à la fin de la guerre. Alors ce frère du docteur Petiot, eh bien, on apprendra que l'homme qui est venu n'était en fait pas son frère, mais le docteur Petiot lui-même. Ça vous donne une idée de son audace. Mais le frère, lui, est arrêté, quelque temps plus tard, avec la femme du docteur Petiot, Georgette, à Auxerre. Ils sont ramenés au quai des Orfèvres, c'est-à-dire le siège de la police judiciaire. La femme prétend qu'elle n'est au courant de rien, que bien les affaires de son mari, elle ne s'en occupe pas. D'ailleurs, eh bien, ils vivent au 66 rue Caumartin. Alors, ce qui se passe dans l'hôtel particulier acheté par son mari au début de l'année 41, eh bien, elle l'ignore. Mais pour le frère, c'est autre chose, car des voisins ont vu ce frère prendre plus de 49 valises au 21 rue Le Sueur, les charger dans une camionnette. Alors la police demande à Maurice Petiot ce que sont devenues ces valises. Il dit bien, c'est simple, ce sont des vêtements qui appartiennent à des juifs, nous les avons aidés à quitter la France, et nous stockons leurs vêtements en attendant leur retour. Et où sont ces valises? Eh bien, ces valises sont chez des amis, Albert et Simone Neushausen, et effectivement, l'on retrouve chez eux ces 49 valises, avec près de 1700 habits au total, dont un pyjama d'enfant que l'on reconnaîtra plus tard pour appartenir au petit Benjamin Knobel, disparu avec sa famille, et donc ses deux parents, et qui ne donnera plus jamais de nouvelles. Et puis le frère, une semaine avant que la police n'intervienne au 21 rue Le Sueur, a livré 400 kilos de chaux vive au 21 rue Le Sueur. Et quand on lui demande à quoi servait cette chaux vive, eh bien il déclare « moi je croyais que c'était pour tuer les rats ». Alors, il faut savoir maintenant si le docteur Petiot... Qui a tué le docteur Petiot? Est-ce, comme il l'a prétendu, des Allemands, des collaborateurs? Eh bien, quelque chose semble accréditer cette thèse. Effectivement, il a été arrêté en mai 1943 par la Gestapo comme passeur. Alors c'était un piège de la Gestapo qui avait faussement libéré un juif du camp de Compiègne, un de ces camps de transit qui, comme Drancy, eh bien, permettait de regrouper les juifs pour ensuite les déporter vers l'Est et vers les camps de la mort, un certain Ivan Dreyfus. Cet Ivan Dreyfus, eh bien, a cherché à fuir la France, pour fuir les persécutions, pour fuir la mort, tout simplement.
mais il était filoché par les Allemands. Mis en contact par des rabatteurs avec un certain docteur Eugène, qui n'était autre que le docteur Petiot, lorsqu'il le rencontre, il se rend compte qu'il est lui-même poursuivi par les Allemands et il dit donc au docteur Eugène qu'ils sont suivis. Ils disparaissent dans la nature. Yvan Dreyfus, on ne le reverra plus jamais. Mais 2 mois plus tard, donc en mai 1943, le docteur Petiot est arrêté, torturé par la Gestapo qui lui lime les dents, qui lui fait subir le supplice de la baignoire. Et il ne parle pas. Il admet certes qu'il a fait partie d'un réseau, mais il ne connaît aucun des autres membres de ce réseau. Il n'est qu'un tout petit maillon, dit-il. Et pour cause, il n'y a jamais eu de réseau. Mais tout simplement, le docteur Petiot faisait croire à des juifs, mais aussi à des truands, qu'il pouvait les faire quitter la France pour en fait les dépouiller et ensuite les assassiner. Les résistants qui ont été emprisonnés avec le docteur Petiot à ce moment-là viendront témoigner à son procès en disant « il était magnifique ». Il ne parlait pas. Il nous soutenait le moral lorsqu'il revenait de ces séances de torture. Alors, en août 1944, Paris est libéré. Libéré par la première division blindée du général Leclerc et par les troupes américaines qui suivent. Le commissaire Massu, chargé de l'enquête, est alors considéré comme un collabo et jeté en prison. C'est donc un autre commissaire, le commissaire Henri Soutif, qui hérite de l'affaire. Mais le docteur Petiot est toujours introuvable, il a disparu dans la nature. Alors le commissaire Soutif a une idée. Il fait publier à la une du journal Résistance, un journal très lu à Paris et dans la région parisienne, un article intitulé « Petiot, soldat du Reich ». Dans cet article, il est dit que Petiot a fait partie du Parti populaire français de Jacques Doriot, un parti collaborationniste, et que, il a servi l'Allemagne. Il espère ainsi faire réagir le docteur Petiot, l'amener à commettre une faute. Et c'est effectivement ce qu'il se passe en octobre 1944. Car Petiot envoie au journal un démenti. « Non, je ne suis pas un collabo. Je suis un résistant. Mon pseudo dans la résistance était le numéro 46. Et aujourd'hui encore, je suis officier chez les FFI, c'est-à-dire les Forces françaises de l'intérieur. » Alors, le commissaire Soutif envoie une copie de cette lettre manuscrite à toutes les casernes de la région parisienne tenues par des FFI, en leur demandant de comparer les écritures de leurs officiers avec celles de la lettre. Eh bien, le piège fonctionne. La caserne de Saint-Mandé indique que l'un de leurs officiers a la même écriture que celle de la lettre. Il s'agit du docteur François Wetterwald. Ce François Wetterwald est arrêté par un certain Simonin, grand résistant, dont on apprendra plus tard qu'il a été en fait un nazi. Et c'est donc un faux résistant qui est arrêté par un homme qui est lui-même un faux résistant. Et ce François Wetterwald, ça n'est autre que le docteur Petiot. Mais le commissaire Soutif est lui-même accusé d'avoir été collabo. Il est donc remplacé par un troisième commissaire, le commissaire Pinault. On expose, quai des Orfèvres, les vêtements des 49 valises qui venaient du 21 rue Le Sueur. Et une couturière reconnaît une des robes qu'elle avait faites pour une certaine Paulette Grippé qui a disparu. Une autre reconnaît le costume de son mari, Joachim Gouchinov, un juif d'origine polonaise, voisin du docteur Petiot puisqu'il habitait rue Commertin et qui a disparu en janvier 1942. Elle raconte que son mari a versé 25 000 francs au docteur Petiot pour l'aider à fuir en Argentine, que le rendez-vous était fixé au 2 janvier 1942 et que, depuis, elle ne l'a plus jamais revu, qu'elle n'a jamais reçu la moindre lettre. Joachim Gouchinov a disparu. Alors, le procès du docteur Petiot va durer du 18 mars au 4 avril 1946. Je vous parle aujourd'hui de l'affaire du docteur Petiot. Je vous ai expliqué dans la première partie que le 11 mars 1944,
on avait découvert au 21 rue Le Sueur, dans l'hôtel particulier qui appartenait au docteur Petiot, pas moins de 27 cadavres, qui étaient en train d'être brûlés dans des chaudières installées dans la cave. On sait que le docteur Petiot a donné rendez-vous à des personnes en leur promettant de fuir à l'étranger, mais que ces personnes n'ont jamais redonné de signe de vie et qu'elles sont probablement été assassinées par lui. Et c'est donc dans ce contexte que le 18 mars 1946 débute son procès à la cour d'assises de la Seine. Et je vous propose d'écouter un extrait des actualités de l'époque qui étaient diffusées dans les cinémas à cette époque-là. La télé n'a pas encore envahi tous les foyers et qui relate ce procès du docteur Petiot. Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité, 63. Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot, se disputent la tête de celui qui, tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime. Pour donner à l'affaire son vrai jour, la cour s'est déplacée rue Le Sueur jusqu'à la maison du crime qui, pour la première fois depuis 2 ans, a ouvert ses portes. Petiot, menottes aux mains, y refait le chemin que firent naguère ses victimes lorsque, cherchant une sortie hors de France, elles ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe. Un feu de cheminée fut un jour de mars 44 l'occasion de la macabre découverte. On sait ce qu'on trouva dans l'hôtel. Petiot n'est pas gêné. Ces criminels de classe sont de bonne compagnie. Un peu plus, il ferait les honneurs de la fosse où la chaux-vive rongeait les cadavres, du Judas où il assistait à l'agonie de ses victimes, de la chaudière où il brûlait leurs restes. Petiot est un monstre. Mais à Villeneuve-sur-Yonne, où il fut docteur, où il fut maire, son souvenir demeure. On se souvient qu'il fut dans cette maison le docteur dont beaucoup ont connu la salle d'attente et le cabinet. On n'a pas oublié que sa renommée le conduisit à la mairie où certains regrettent son urbanité. Villeneuve-sur-Yonne est le passé de Petiot. Un passé dont on ne sait pas tout d'ailleurs, car les petites villes ont leurs secrets. Alors, comme vous l'avez entendu, ce procès va être aussi l'occasion de revenir sur le passé du docteur Petiot. On apprend ainsi qu'à 5 ans, il prend des chats et les trempe dans l'eau bouillante. Puis il fait la même chose avec un chien. En 1914, alors qu'il n'a que 17 ans, il vole des lettres dans les boîtes aux lettres avec un bâton, avec de la glu au bout. Que ces lettres, il les ouvre, s'amuse à les distribuer un peu n'importe comment, ce qui lui vaut d'être renvoyé de son établissement. À 20 ans, en 1917, en revenant de la guerre, il obtient une pension d'invalidité pour neurasthénie et dépression, ce qui ne l'empêche pas de devenir, 3 ans plus tard, médecin. En 1936, il est même interné d'office 7 mois à l'asile d'Ivry. Il a effectivement commis un vol à la librairie Gilbert-Joseph, et lorsqu'il est arrêté, il déclare qu'il était irresponsable. Il tient des propos incohérents en disant qu'il a inventé une machine géniale, une pompe à merde qui évite la constipation. Et ainsi, déclaré irresponsable, il est donc enfermé. Mais lorsqu'il sort de cet asile, il continue son activité de médecin. Il a d'ailleurs la réputation d'avoir été un bon médecin, d'avoir soigné les patients pauvres de façon gratuite même. On dit toutefois qu'il aurait peut-être assassiné sa bonne, qui serait tombée enceinte de lui. Mais à l'époque, aucune suite judiciaire n'avait été donnée à cela. On l'accuse aussi peut-être d'avoir assassiné une laitière, qu'il aurait assommée et puis mis le feu à la laiterie. Mais là aussi, aucune trace judiciaire de cela. Ce n'est finalement qu'en 1941 que le parcours criminel du docteur Petiot a commencé. Il s'en est d'abord pris à des toxicomanes. Des toxicomanes qu'il faisait payer des ordonnances de morphine, et puis qui, lorsque la justice s'intéressait de trop près à ces fausses ordonnances, disparaissaient opportunément.
Et puis parmi les milliers d'affaires retrouvées au 21 rue Le Sueur et sans propriétaire revendiqué, parmi les cadavres retrouvés au 21 rue Le Sueur, on identifie 12 juifs qui ont tenté de fuir la France pour échapper à la mort et qui l'ont trouvé auprès du docteur Petiot, qui leur promettait de les faire passer en Argentine, mais qui leur donnait la mort pour s'accaparer leurs biens. Et puis on trouve aussi des petits truands, notamment des proxénètes, qui ont tenté de fuir la France avec leurs prostituées et qui sont partis avec leurs magots, mais dont on n'a plus jamais eu de traces depuis qu'ils ont contacté le docteur Petiot. Alors, maître Floriot, son avocat, va plaider 7 heures durant pour tenter d'obtenir l'acquittement. Mais après avoir délibéré 2 heures, ce 4 avril 1946, le jury déclare Marcel Petiot coupable et il est condamné à la peine de mort. Le 25 mai 1946, Marcel Petiot est réveillé à 4h30 du matin à la prison de la Santé. Il prend une dernière cigarette, déclare à son avocat qui l'accompagne « J'aimerais que vous gardiez un bon souvenir de moi. Alors ne regardez pas, hein, ça ne va pas être beau. » Et puis avant de monter sur l'échafaud de la guillotine, on lui demande s'il a une dernière phrase et il déclare « Je suis un voyageur qui part avec mes bagages. » Et effectivement, on ne saura jamais combien de victimes exactement a fait Marcel Petiot. On ne saura jamais non plus de quelle façon il a mis à mort tous ces gens à qui il avait promis de fuir la France. Les a-t-il drogués? Les a-t-il laissés mourir de faim dans cette fameuse pièce rectangulaire en observant leur agonie? Quant au magot, on ne le retrouvera jamais. Le fils de Marcel Petiot, Eugène Petiot, et sa femme, Georgette Petiot, sont partis quelques années plus tard vers l'Amérique du Sud, ont changé d'identité et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est ainsi que se termine cette affaire macabre, affaire qui n'aurait jamais pu avoir lieu sans ce contexte sinistre de l'occupation. Si vous voulez en savoir plus sur le Paris de l'occupation, je donnerai au mois de mars une conférence sur mon site internet d'art et d'histoire avec un S à art et un S à histoire, où 15 guides conférenciers donnent des guides, des conférences suivies que l'on peut suivre de toute la France. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle chronique historique de 4000 ans d'histoire.